Christophe Waro, j'ai 40 ans, marié, un enfant. J'ai fait une école de commerce comme vous, moi c'était à Paris, donc SCP Europe maintenant. Donc prépa et ça. Ensuite j'ai été coopérant en Afrique, au Cameroun. C'est un petit peu ce qui m'a donné le virus de vivre à l'étranger. Donc après je suis revenu en France, j'y ai fait 5 ans et 5 ans où j'avais une chose en tête, c'était de repartir à l'étranger. Ça fait 10 ans que je suis en Australie, 8 ans à Sydney, les 2 premières années c'était à Brisbane, toujours dans le cadre d'EY. Je suis associé ici depuis 3 ans, donc associé de la firme australienne, pas du tout la firme française. Mon rôle, c'est donc à la fois auditeur, donc commissaire aux comptes en France, et je coordonne également toutes nos activités avec les groupes français dans la région de l'Océanie. Alors, la réflexion était absolument pas stratégique. Et en fait, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Au départ, on voulait un pays anglo-saxon pour améliorer notre anglais, donc quelque chose de très pragmatique. On avait déjà été aux États-Unis quelques fois. L'Angleterre, c'était un petit peu trop près de la France à notre goût. Donc on s'était dit, bah, tiens, pourquoi pas l'Australie? C'est anglo-saxon, c'est loin, donc on n'y va pas facilement en vacances. Donc j'ai eu la possibilité de transférer avec mon boulot. Donc l'idée, c'était, quand je suis venu il y a 10 ans, c'était pour 2 ans. Et très vite, on ne sait plus en fait. Donc on a cherché un moyen de rester. Donc moi, ma clientèle, elle est essentiellement filiale de groupes étrangers, et en particulier européens et français. Donc des grands noms tels que Thales, Sanofi et autres. Les secteurs d'activité, ça va être essentiellement produits manufacturés, services, un petit peu le domaine de la santé, mais voilà, essentiellement les secteurs d'activité. C'est intéressant parce que les choses sont en train d'évoluer assez fortement et d'un pays qu'on croyait totalement à l'abri de la crise il y a 5 ans, maintenant on voit bien qu'il a ses difficultés aussi. Les forces, c'est évidemment une position stratégique par rapport à l'Asie. C'est une petite taille, donc c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage est qu'il peut réagir vite, échanger assez vite, c'est un pays jeune. Donc je verrais ça comme un avantage aussi. Il n'y a pas le poids de l'histoire, l'empilement de règles qui pèsent un peu en Europe et en France en particulier. Un autre avantage évident, c'est ses ressources naturelles. Sans ça, l'Australie aurait beaucoup de mal. Maintenant, l'inconvénient, c'est un petit peu son éloignement de l'Europe, des États-Unis, mais ce qui est aussi une force d'une certaine manière, parce que ça oblige un petit peu les groupes, quelque part, à s'installer ici, s'ils veulent faire du business ici ou en Asie. Donc c'est un avantage et un inconvénient. C'est vraiment très différent. Et à titre personnel, c'est un environnement ici qui me convient mieux qu'en France. En fait, les relations sont beaucoup plus simples. Il y a évidemment une hiérarchie, mais elle n'est pas pesante ou elle n'est pas rappelée en permanence. Bon, déjà, il n'y a pas le problème, enfin, la question du tutoiement-vouvoiement, puisque ici il n'y a que you. Mais ça se traduit également dans le comportement des gens. C'est-à-dire qu'un CEO d'une grande société discutera et sans donner l'impression de se sentir obligé de le faire ou par condescendance avec une secrétaire, avec la réceptionniste, avec ses cadres. Enfin, il y a une sorte d'approche beaucoup plus humaine des relations. On ne regarde pas le titre avant de savoir si je vais lui parler ou non et si je vais le tutoyer ou le vouvoyer. Et ça, je trouve que c'est extrêmement sain dans les relations. Donc il y a cet aspect-là. Il y a en Australie un côté... il y a un accent très fort qui est mis sur le travail en équipe.
Donc c'est vraiment important que tout le monde se sente partie prenante dans un processus de décision. Enfin, c'est un vrai processus de décision. Et ensuite, il y a un débat qui est souvent animé. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Alors que dans d'autres pays anglo-saxons, il y a plutôt tendance à, si on n'est pas d'accord, on se tait. Alors qu'ici, au contraire, enfin, clairement, on le dit. Mais une fois que la décision est prise, qu'on ait été pour ou contre, à partir du moment où démocratiquement, entre guillemets, la décision a été prise, tout le monde va à 100% derrière. C'est une différence que je vois par rapport à la France, où trop souvent, alors il y a le débat, ce qui est bien, mais en général, les gens restent dans leur position, même si une décision a été prise, et ceux qui étaient contre la décision qui a été prise, en fait, vont essayer plus ou moins consciemment de démontrer qu'ils avaient raison après. Et donc, en fait, ils seront plutôt contents que ça ne marche pas, même si c'est au détriment de l'ensemble, mais au moins ça leur permet de montrer qu'ils avaient raison. Alors ici, bon évidemment je généralise, il y a toujours plein de cas particuliers, mais j'ai vraiment le sentiment qu'ici, à partir du moment où collectivement la décision a été prise, on y va, tout le monde y va, et tout le monde a à cœur que ça fonctionne de cette façon-là. Après c'est plein de petites choses. Je dirais pas forcément que les gens travaillent moins, en tout cas certainement pas chez EY. En revanche, c'est organisé de façon différente. C'est-à-dire que les gens arrivent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent. Personne n'est jugé sur l'heure à laquelle il arrive et encore moins l'heure à laquelle il part, alors que c'est pas le cas en France. Donc il n'y a pas cette mentalité de il faut rester tard pour être vu tard, même si j'ai pas grand chose à faire. On fait son boulot. Quelqu'un qui part tôt, on part du principe qu'il part tôt parce qu'il peut le faire. Et on ne va pas mesurer ou quantifier combien d'heures il a passé. L'essentiel, c'est que le travail soit fait et que tout se passe bien. Donc ça aussi, je trouve ça beaucoup plus sain. Les réunions ont tendance à commencer à l'heure, à finir à l'heure. Avec un agenda, on sait ce qu'on va faire et on a un outcome à la fin. Donc ça aussi, j'étais pas trop habitué à ça en France. Encore une fois, c'est pas partout pareil, mais plutôt une tendance lourde. La grosse difficulté, c'est que, je commence toujours par la difficulté, en fait l'Australie, je comprends pourquoi, a une politique d'octroi de visa de travail qui est très encadrée, et elle l'assume. Et en l'occurrence, je comprends la logique. Donc la logique est la suivante. C'est très difficile en fait pour une entreprise de sponsoriser un jeune diplômé étranger pour un visa de travail. L'idée étant évidemment pour l'Australie, de protéger le marché de l'emploi pour ses propres jeunes diplômés. Et quand je dis ses propres jeunes diplômés, c'est pas forcément des jeunes diplômés australiens, mais ça va être des jeunes diplômés qui ont fait leurs études dans une université australienne. Donc la nationalité, c'est un aspect évidemment, mais pas que. Parce qu'en général, quand on a fait ses études supérieures en Australie, on a accès à un visa permanent ou à une possibilité de commencer à travailler sur place, ce qui est quand même toute la logique. Je sais que ça avait été remis en cause en France, ça paraît aberrant. Comment on peut penser attirer des étudiants étrangers si après ils ne peuvent pas commencer à travailler? Donc il y a ce système en Australie, ce qui fait que même s'il y a des besoins dans certains domaines, en fait les entreprises ont rarement la possibilité d'employer des étudiants étrangers, donc français en l'occurrence, parce qu'on ne peut pas leur avoir de visa de travail. Alors, à ça, il y a il y a quand même un certain nombre d'exceptions. Il y a un visa qui s'appelle le Working Holiday Visa, il faut avoir moins de 30 ans, je crois, et qui permet de travailler et également de prendre des vacances en Australie. Alors, dans un premier temps, c'est 1 an et c'est renouvelable une fois. Mais si on va cueillir des fruits dans la campagne, on a droit à un petit peu plus de temps. Ce qu'on observe, c'est que très souvent, c'est ça que les Français, et en général les étudiants étrangers ou jeunes diplômés étrangers font. Ils viennent avec ce type de visa. Et là, toutes les entreprises peuvent les embaucher. Et une fois qu'ils ont 6 mois, 1 an d'expérience, ça permet de sortir de ce cadre très encadré du jeune diplômé et c'est plus facile d'obtenir ensuite un visa de travail. Donc il y a clairement cette option-là. Ensuite, souvent les étrangers, et surtout les non-anglo-saxons, ont un complexe par rapport à leur niveau de langue, à leur accent.
Il se trouve que l'Australie, c'est vraiment une terre d'immigration. Il y a énormément d'immigrés. À Sydney, de mémoire, je crois qu'il n'y a que 25% de la population de Sydney qui est de Sydney. Et il y a une proportion, en l'occurrence étrangère, qui est vraiment importante. Ce qui veut dire qu'on entend tous les types d'accents. Il y a en particulier beaucoup de gens d'origine asiatique avec des accents aussi forts. C'est pas les mêmes que les accents français, mais avec des accents assez forts aussi, et avec un niveau d'anglais qui est très variable. L'anglais, les progrès se font très très vite une fois qu'on est dans le pays, qu'on s'immerge. C'est pas vraiment là le problème. Et l'accent, ça met plus de temps, mais c'est pas gênant. Et à la limite, à l'inverse, c'est même apprécié. Enfin, en l'occurrence, l'accent français est plutôt apprécié ici. Donc la langue, c'est pas vraiment le problème non plus. Mon conseil, c'est il faut se lancer, il faut venir et il faut se lancer. C'est beaucoup plus facile de trouver un emploi ici quand on est sur place et quand on a déjà eu une expérience professionnelle en Australie, même si elle n'est pas du tout dans son domaine de qualification. En Australie, il est parfaitement accepté et même encouragé en fait de changer d'avis, d'essayer quelque chose, 6 mois plus tard de faire autre chose. En France, j'ai l'impression que le premier stage qu'on a fait quand on était à l'école, ça détermine toute notre carrière professionnelle. Ici, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de s'arrêter. On trouve qu'un congé sabbatique, c'est plutôt une bonne chose. Ça montre une certaine maturité de la part de la personne qui le fait. On sait qu'un break long permet d'acquérir plein d'autres connaissances, de s'ouvrir au monde. Donc voilà, il y a vraiment une approche très très différente de la France qui est très académique, qui est il ne faut pas de trou, il faut que tout soit cohérent, il faut que tout soit parfait. Comment on peut savoir à 20 ans, 21 ans ce qu'on veut faire de sa vie, ça n'a aucun sens. Au risque de faire bondir les habitants de Sydney, Melbourne est meilleur que Sydney en termes de restaurants. Mais clairement, il y a des bons restaurants, à Sydney. Il y en avait un qui était très prestigieux, qui était tenu par un chef français, donc c'était le restaurant gastronomique de l'Opéra de Sydney, mais il vient de changer de main. Donc, alors, je ne suis pas allé depuis, mais en tout cas, c'est plus un Français qui le tient. Qu'est-ce qui est sympa ici? Moi, j'ai un petit coup de cœur pour un petit bistrot, type bistrot parisien, familial, avec les nappes à carreaux rouge et blanc, enfin, et qui est pas très loin d'ici, en ville, qui s'appelle Bistrot Papillon. C'est tenu par des Français, les serveurs sont français. On peut bien manger autre chose que du français, hein, on est d'accord. Mais c'est toujours agréable. On a l'impression à la pause déjeuner d'avoir fait un petit retour en France, donc ce qui n'est pas désagréable de temps en temps.